Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job. On parle aujourd'hui de l'ennui au travail. Alors l'ennui au travail, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Des collaborateurs, souvent dans le tertiaire, qui sont un peu perdus devant leur ordinateur et qui ne savent pas trop à quoi ils servent, parce que c'est de ça dont il est question. On en parle avec Jean-Denis Culier. Bonjour Jean-Denis. Bonjour. Ravi de vous accueillir, professeur en gestion des ressources humaines à l'EM Normandie, l'école de management de Normandie. Vous avez, alors c'est très intéressant parce qu'on va parler de cette revue Organization, dans laquelle vous avez, avec plusieurs d'ailleurs, travaillé sur ce sujet de l'ennui. Il y a eu un travail, je dirais presque littéraire, parce que vous êtes rentré par la porte de la littérature. Il y a des documents académiques, il y a déjà des travaux qui ont été faits de manière très académique, mais là, vous avez démarré avec un écrivain très connu, c'est Houellebecq, qui parle beaucoup de l'ennui au travail, et vous vous êtes appuyé sur Heidegger, on y reviendra. D'abord, pourquoi avoir choisi d'entrer par la porte de Houellebecq ? Entrer par la porte de Houellebecq, c'était que Houellebecq nous a semblé, donc avec mes collègues de l'EM Normandie, Vincent Meyer et Xavier Philippe, un observateur très pointu, très acéré du monde du travail, et dans lequel, dans ses œuvres, ça suinte l'ennui. Les héros de Houellebecq s'ennuient mortellement au travail, et donc quand on a eu l'occasion de répondre à cet appel à publication de la revue Organization sur l'ennui au travail, on s'est dit, on y va, Houellebecq, l'ennui au travail, il y a sûrement quelque chose à faire. Et vous l'avez fait, on va le commenter, on va s'appuyer sur Heidegger, parce qu'ensuite vient s'implémenter Heidegger dans la réflexion. Et c'est un petit peu une zone grise dans les sujets RH, parce qu'on parle du burn-out, ça c'est traité, très documenté, il y a un vrai travail. Le bore-out, l'ennui au travail, finalement, c'est un peu une zone grise. C'est effectivement une zone grise parce que les organisations, elles n'aiment pas que les gens s'ennuient, donc ça fait mauvais effet, et donc elles essaient de tromper l'ennui. Donc l'ennui, il est vu comme contre-productif, négatif, et donc il faut le combattre. Et en fait, nos travaux, alors ça c'est peut-être les enseignements, prouvent qu'au contraire, il faut accueillir l'ennui parce que ça permet peut-être de déboucher sur quelque chose d'autre. Je précise qu'avant qu'on ouvre la porte, cette fois-ci, de la maison d'Heidegger, on dit souvent, lorsque un enfant vous dit « je m'ennuie », les parents souvent lui répondent « mais c'est très bon, il faut s'ennuyer ». C'est très bon, oui. C'est bon l'ennui parfois. Oui. Pour la créativité. C'est bon pour la créativité parce que ça permet aussi de se confronter à soi-même et finalement de prendre des initiatives pour justement sortir de cet ennui. Alors, rentrons un peu dans le détail. Houellebecq, c'est vrai qu'il y a des livres, je pense à un en particulier, où il est devant son ordinateur et il lorgne comme ça les femmes qui passent dehors parce qu'il s'ennuie, il n'a rien à faire. Là, on va passer sur les trois formes d'ennui au travail. Quelles sont les trois formes ? Tout à fait. Alors, les trois formes d'ennui, donc la première forme, c'est l'ennui qu'on a appelé superficiel, c'est-à-dire on est ennuyé par quelque chose. Donc, par des activités monotones ou répétitives, par ses collègues, par ses managers. Donc, on essaie de tromper l'ennui par des passe-temps, parce que le temps traîne en longueur, donc on trouve des passe-temps. Alors, soit par soi-même, justement en regardant ce qui se passe autour, ça, en jouant au solitaire, certains ils jouent au solitaire sur leur ordinateur, ou alors c'est l'organisation qui met au point des passe-temps pour tromper l'ennui. On va avoir des séminaires de team building, des pots de départ, alors il y en a des descriptions savoureuses chez Houellebecq, donc pour meubler, en fait il faut meubler pour qu'on ne s'ennuie pas. Mais quand même, il y a un point qui est intéressant, Jean-Denis, c'est que déjà vous l'évoquez, on n'arrive pas à savoir si c'est le caractère du salarié qui est plutôt prédisposé presque par sa psychologie à l'ennui, ou si c'est l'organisation, puisque vous nous le dites implicitement, l'organisation s'organise, quoi. Effectivement, la littérature académique qu'on a regardée avant de faire notre article était de dire qu'il y a plutôt une propension à s'ennuyer. On a une propension plus ou moins grande, donc c'est un problème individuel en fait, mais certains auteurs disaient déjà, c'est pas seulement ça, c'est aussi organisationnel. Et en étudiant Houellebecq, on voit que c'est surtout organisationnel parce qu'il y a finalement une sorte d'ennui généralisé qui s'installe. Alors, deuxième catégorie, l'ennui
rétrospectif. Donc, l'ennui rétrospectif. Donc, à force finalement de vouloir combattre l'ennui, Ouais. ça peut conduire à plonger les salariés dans un ennui un peu plus profond déjà, et qui est un ennui, on s'en rend pas compte sur le moment parce qu'on est diverti, il y a des passe-temps, etc. Mais c'est quand on regarde un peu dans le rétroviseur, soit le week-end chez soi, Qu'est-ce ou que j'ai soit fait, quoi? après plusieurs années de vie professionnelle, eh bien que c'est la situation dans son ensemble qui est ennuyeuse. Il n'y a Ça, c'est pas tragique, de hein. cause, il n'y a pas de cause particulière. C'est un peu flou et donc ça plonge Oui. l'individu dans une sorte d'état un peu cotonneux. Heidegger parle de nonchalance inhibante, vous voyez, donc on est en retrait, on est désinvesti, Dépressif on ne un rien. peu. On peut être dépressif effectivement et donc on se retire un peu de la vie professionnelle. Et on va parler ensuite de l'ennui profond, qui est la troisième catégorie, mais et dans la catégorie de l'ennui rétrospectif, est-ce il y a quand même l'idée d'accepter la situation? Parce qu'il n'y a pas de révolte dans ce que vous décrivez. Non, parce que c'est assez, vous voyez, pernicieux. On s'en rend pas trop compte. On est C'est plongé lent. dans un espèce d'état second, voilà, un état un peu cotonneux où on a une dilution d'un peu tout. Le temps passe sans passer vraiment. Enfin, tout est un petit peu étrange, quoi, un état. Donc où on se sent désinvesti, désengagé et pas très bien. Et enfin, troisième catégorie Alors, troisième d'ennui. catégorie, l'ennui profond. Donc là, ce n'est plus une émotion, c'est une sorte d'appel, une urgence, donc quelque chose d'impérieux, mais qu'on ne contrôle pas, qui survient et auquel on doit se confronter. C'est un peu donc un peu une confrontation à soi-même. Et donc là, c'est douloureux. Il y a une douleur, mais il peut y avoir donc une prise de conscience, c'est-à-dire il peut y avoir une issue favorable, c'est-à-dire prendre conscience que finalement on ne veut plus de cette situation, que le temps, la vie va avoir une fin, la vie professionnelle en particulier, et ça peut aboutir à justement donner un coup de pied au fond pour remonter et faire autre chose. Et vive la passion, Et vivre la passion comme Houellebecq. qui couve en nous. Bah oui. Donc ça, c'est possible chez Houellebecq, mais très rarement parce que c'est réservé aux personnes qui maîtrisent le processus de production, comme par exemple les chercheurs, Bien sûr. les artistes. Mais dans le cas général, comme les individus n'ont Ah non. pas d'alternative, puisque l'organisation ne leur offre pas d'autres possibilités, alors là, donc ça tombe, ça tourne court, et là, ça tombe dans une dépression et un désespoir. Et les héros quittent la vie professionnelle et attendent que la vie se termine. C'est évidemment tragique et sombre comme Tout à fait. destinée. Tout à fait. Avant de nous quitter, Jean-Denis Culier, il y a deux questions. La première, c'est est-ce que l'entreprise a intégré dans son organisation qu'un certain nombre de ses collaborateurs vont être rémunérés à s'ennuyer? Alors, peut-être qu'elle l'a intégré, mais C'est tragique. c'est assez tragique parce que c'est assez invisible aussi. Et en fait, les organisations, elles ne doivent pas avoir peur de l'ennui. Alors, elles ne peuvent pas non plus le combattre. Ce n'est pas elles qui vont le combattre. C'est les individus qui doivent aussi accepter cet ennui, accepter d'être confrontés à eux-mêmes. Et l'organisation, elle doit laisser les individus peut-être s'ennuyer et puis avoir ce sursaut qui peut leur permettre de faire quelque chose qui a vraiment du sens pour eux. Vous êtes professeur en gestion des ressources humaines. Il y a l'entretien annuel, il y a quand même des espaces de discussion avec les managers. Il y a bien des moments au fil de l'année où on découvre qu'un collaborateur a passé plus de temps à regarder Facebook, qu'il n'a rien produit. Enfin, je veux dire, il y a bien quand même un contrôle à minima quand même. Oui, alors c'est pas, enfin, le problème principal, c'est pas forcément des gens qui n'ont pas grand-chose à faire, c'est aussi des gens qui font des choses mais qui n'ont aucune utilité. C'est ça. Par exemple, les héros de Houellebecq, certains donnent des conseils au ministère de l'Agriculture qui ne sont pas suivis. Jamais. Un autre fait une formation à des gens qui n'utiliseront pas le logiciel informatique, donc c'est l'inutilité. Ouais. Ils produisent des choses, mais qui ne servent à rien. Et ils savent que ça ne sert à rien. Et ça, c'est vraiment très difficile parce que c'est quoi? une porte ouverte vers une sorte de vide léthargie, existentiel. Un vide existentiel Évidemment. qu'on ne peut pas combler. Mais l'entreprise... Le destin frappe à votre porte, voyez. Juste de manière conclusive, parce Oui. qu'on se tournera vers la revue Organization pour en savoir un peu plus, mais concrètement, l'entreprise, elle peut faire quelque chose ou pas? Est-ce qu'elle doit enclencher quelque chose? L'entreprise, elle ne doit pas instrumentaliser l'ennui, elle doit aussi avoir peut-être un rapport au temps qui est différent. Donc il y a deux conseils que l'on peut donner. C'est de laisser aux salariés l'autonomie pour pouvoir faire leur travail, bien faire leur travail, parce que ce sont eux qui savent le mieux comment faire, mais l'autonomie sans temps
ça ne sert à rien parce que si on vous dit vous faites comme vous voulez mais c'est pour hier, ça ne sera pas possible. Donc c'est le temps de pouvoir bien faire son travail. Hein, donc ça remet quand même aussi en question certains principes d'organisation. Donc, Mais c'est très compliqué puisque c'est finalement une remise en question des méthodes de travail, des process, mais en laissant l'autonomie et le temps aux salariés. mais est-ce qu'il y a une forme, pour conclure, de bureaucratie de l'entreprise? On Bien critique sûr, souvent bien l'administration, sûr. mais ce que vous décrivez là, c'est une forme de Tout à fait. bureaucratie qui tourne sur elle-même, un peu désincarnée finalement. Exactement, oui, désincarné, déshumanisé. Donc c'est important, c'est finalement de laisser aux gens la possibilité de bien faire leur travail. Hmm. Et encore plus dans les services où le travail n'est pas matérialisé. Oui, c'est important de le signaler parce que c'est moins vrai dans l'industrie Donc, où on touche les choses, où on fabrique, on a quand même le sens voilà. d'un produit qui Oui. sort de chaîne. Là, dans le service, on envoie un mail, on ne sait pas où il part, quoi. On ne sait pas où il part, on À ne quoi sait ça pas sert? finalement quelle est la finalité du travail que l'on fait. Merci Jean-Denis Culier Merci. d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir, professeur en gestion des ressources humaines à l'EM Normandie. Vous êtes d'ailleurs professeur depuis 2009, c'est ça? Tout à fait. C'est un vrai plaisir. Et ceux qui veulent en savoir plus, c'est la revue Organization avec vos collègues qui ont travaillé sur ce sujet sur lequel les entreprises doivent se pencher. La suite de notre programme, c'est Les entreprises s'engagent. Et on accueille tout de suite notre invité.